Chapitre 13. Apparition du héros. Et donc l'inconnu menaça Ivan du doigt et murmura « Chut ». Ivan laissa pendre ses pieds hors du lit et il le regarda. Sur le balcon, un homme d'environ 38 ans, brun, le visage glabre, le nez pointu, les yeux inquiets et une mèche de cheveux lui tombant sur le front, l'examinait avec prudence. Après s'être assuré qu'Ivan était seul et qu'aucun bruit ne se faisait entendre, le visiteur mystérieux s'enhardit et entra dans la chambre. Là, Ivan vit qu'il portait des habits d'hôpital. Il était en sous-vêtements, les pieds nus dans ses chaussons, une robe de chambre brune jetée sur les épaules. Celui qui venait d'entrer fit un clin d'œil à Ivan, cacha dans sa poche un trousseau de clés, s'enquit en chuchotant « Je peux m'asseoir » et sur un signe de tête affirmatif, prit place dans le fauteuil. « Comment vous avez fait pour entrer seul ?» demanda Ivan en chuchotant pour obéir à l'injonction d'un doigt sec qui l'avait menacé. « Les grilles du balcon sont cadenassées, non ?»« Les grilles sont cadenassées, » confirma l'hôte. « Mais Praskovia Fyodorovna est une personne charmante qui est aussi terriblement tête en l'air. Je lui ai chippé ce trousseau de clés il y a 1 mois, et c'est comme ça que j'ai pu sortir sur le balcon commun. Or, ce balcon fait le tour de l'étage, et donc, de temps en temps, je peux rendre visite à un voisin. Et si vous pouvez sortir sur le balcon, vous pouvez aussi filer, ou c'est trop haut ?» s'enquit Ivan. « Non, » répondit l'hôte d'une voix ferme. « Si je ne peux pas filer, ce n'est pas parce que c'est haut, mais parce que je n'ai nulle part où filer. » Et après une pause, il ajouta « On reste à l'ombre ?»« On reste à l'ombre, » répondit Ivan, scrutant les yeux bruns et très inquiets du nouveau venu. « Oui. » Mais là, l'hôte fut repris par l'anxiété. « Mais j'espère que vous n'êtes pas violent. Parce que moi, vous savez, je ne supporte pas le bruit, l'agitation, la violence et tout ce genre de choses. Surtout, ce que je déteste, c'est les gens qui crient. Que ce soit un cri de souffrance ou de fureur ou n'importe quel cri. Rassurez-moi. Dites, vous n'êtes pas violent. Hier, au restaurant, j'ai cassé la gueule à un type. Eut le courage d'avouer le poète transfiguré. En quel honneur ? Demanda l'hôte sévère. Bah, pour tout dire, aucun, répondit Ivan confus. C'est monstrueux, fit l'hôte en condamnant Ivan, et il ajouta « Et en plus, comme vous vous exprimez, casser la gueule à un type. On ne sait jamais si un homme a une gueule ou un visage. Malgré tout, ce serait plutôt un visage. Et donc, vous savez, les coups de poing... Non, ça, s'il vous plaît, laissez ça, et pour toujours. » Sur cette leçon de morale, l'hôte s'enquit. « Profession ? » ?»« Poète, » avoua Ivan à contre-cœur. Allez savoir pourquoi. Le nouvel arrivant s'assombrit. « Oh, comme je n'ai pas de chance !» s'exclama-t-il. Mais il reprit aussitôt, s'excusa et demanda « Et vous vous appelez ? Sans logis ?»« Oh là là !» dit l'hôte en grimaçant. « Pourquoi ? Vous n'aimez pas mes poèmes ?» demanda Ivan avec curiosité. « Je ne les aime pas du tout. »« Mais lesquels vous avez lus ?»« Mais je n'ai jamais lu un seul de vos poèmes !» s'exclama le visiteur avec nervosité. « Mais alors, comment pouvez-vous le dire ?»« Ça vous étonne ?» répondit l'hôte. « Comme si je n'en avais pas lu d'autres. Remarquez, ce serait un miracle. Bon, je suis prêt à vous croire. Ils sont bien, vos poèmes ? Dites-le-moi vous-même. »« Ils sont épouvantables, » dit soudain Ivan avec franchise et courage. « Mais n'écrivez plus !» le supplia le visiteur. « Je vous le promets, et je le jure, » déclara solennellement Ivan. Le serment fut scellé par une poignée de main, et là, dans le couloir, on entendit des pas feutrés et des voix. « Chut !» chuchota l'hôte en bondissant sur le balcon. Il referma la grille derrière lui. Praskovia Fyodorovna jeta un coup d'œil, demanda à Ivan comment il se sentait, et s'il préférait dormir dans le noir ou avec de la lumière. Ivan demanda de laisser la lumière, et Praskovia Fyodorovna s'éloigna après avoir souhaité une bonne nuit au malade. Et quand tout se fut calmé, l'hôte revint.
En chuchotant, il apprit à Ivan qu'il y avait un nouveau dans la chambre 119, un petit gros à la figure rougeaude, qui n'arrêtait pas de marmonner des choses sur des devises dans la ventilation et jurait que le démon s'était installé chez eux, rue Sadovaya. Il traite Pouchkine de tous les noms et n'arrête pas de crier « Blablatinov, bis, bis !» disait l'hôte, s'agitant nerveusement. Il s'apaisa, se rassit et dit « Remarquez, qu'il aille au diable !» et il poursuivit sa conversation avec Ivan. « Et donc, comment vous êtes-vous retrouvé là ?»« C'est à cause de Ponce Pilate !» répondit Ivan, fixant le sol d'un regard noir. « Comment ?» cria l'hôte, oubliant toute prudence, et il se plaqua lui-même la main sur la bouche. Une coïncidence stupéfiante. Je vous en supplie, racontez. Ivan, qui se sentait aller savoir pourquoi en confiance avec cet inconnu, entreprit d'abord, en bafouillant, comme pris de timidité, puis, avec plus d'assurance, de raconter l'histoire qui lui était arrivée la veille aux étangs du patriarche. Oui, c'est un auditeur reconnaissant qu'Ivan Nikolaïevitch avait trouvé en la personne de ce mystérieux voleur de clés. L'hôte ne pensait pas qu'Ivan était fou. Il fit preuve de l'intérêt le plus grand envers ce qui était raconté, et à mesure que ce récit se développait, il finit par tomber même dans l'exaltation. Il n'arrêtait pas d'interrompre Ivan en s'exclamant « Et ensuite, continuez, je vous en supplie, mais seulement au nom de tout ce que vous avez de plus sacré. Ne sautez rien !» Ivan ne sautait rien du tout. Lui-même, il lui était simple de raconter ainsi, et peu à peu il parvint au moment où Ponce Pilate, en cape blanche à doublure rouge sang, était sorti sur le balcon. Alors l'hôte joignit les mains dans un geste de prière et murmura « Oh, comme j'avais deviné, oh, comme j'avais deviné !» À la description de la mort affreuse de Berlioz, l'auditeur eut une remarque sibylline et de la haine brilla dans son regard. Je regrette seulement qu'à la place de ce Berlioz, il n'y ait pas eu le critique Latunsky ou l'homme de lettres Mstislav Lavrovitch, et dans un état second, mais tout bas, il s'écria « Ensuite !» Le chat qui payait le contrôleur du tram égaya l'hôte plus qu'on ne saurait dire, et il s'étouffa d'un rire silencieux en voyant Ivan, confondu par le succès de sa narration, sauter doucement accroupi pour imiter le chat avec ses 10 kopecks sur sa moustache. Et voilà, fit Ivan pour conclure, après avoir raconté l'aventure au Griboyedov, et cette fois tout triste et sombre, et je me suis retrouvé ici. L'hôte posa avec compassion sa main sur l'épaule du pauvre poète et dit ceci. Infortuné poète, mais c'est vous-même, mon très cher, qui l'avez cherché. Ce n'était pas possible d'être aussi désinvolte avec lui, voire aussi impudent. C'est ça que vous avez payé, et vous devriez encore remercier de ne pas avoir dû payer trop cher. « Mais qui est-il donc, à la fin ?» demanda Ivan, secouant les poings dans son excitation. L'hôte plongea son regard dans celui d'Ivan et répondit par une question. « Vous ne tomberez pas dans l'agitation. Nous tous ici, nous sommes des gens pas très sûrs. Il n'y aura pas d'appel du médecin, de piqûre, tout le tralala. »« Non, non !» s'écria Ivan. « Dites-moi, mais qui est-il donc ?»« Bien, » répondit l'hôte, puis il dit en séparant et en pesant ses mots, « Hier, aux étangs du patriarche, vous avez rencontré Satan. » Ivan ne tomba pas dans l'agitation comme il l'avait promis, mais il fut tout de même au plus haut point interloqué. « Ce n'est pas possible, il n'existe pas. » Voyons, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas dire ça, c'est vous. Vous avez été, visiblement, l'une de ses premières victimes. Vous êtes là, comme vous voyez, dans un hôpital psychiatrique, et vous me dites encore qu'il n'existe pas, je vous jure, c'est étrange. Ivan, désarçonné, se tut. Dès que vous avez commencé à le décrire, poursuivit l'hôte, j'ai deviné avec qui vous avez eu le plaisir de converser hier. Et vraiment, je m'étonne de Berlioz. Bon, vous, bien sûr, vous êtes quelqu'un de virginal. Et ici, l'hôte s'excusa à nouveau. Mais lui, à ce que j'ai entendu dire, il avait quand même lu des choses. Les premières paroles de ce professeur ont effacé mes derniers doutes. On ne peut pas ne pas le reconnaître, mon ami. Remarquez-vous. Là encore, n'est-ce pas, excusez-moi, mais vous, si je ne m'abuse, vous êtes un culte, n'est-ce pas ? Ah, sans aucun doute, admit un Ivan méconnaissable. Eh bien,
Mais même le visage que vous avez décrit, les yeux de couleurs différentes, les sourcils. Excusez-moi, si ça se trouve, même l'opéra Faust, vous n'en avez jamais entendu parler. » Ivan allait savoir pourquoi se sentit horriblement honteux, et le visage brûlant se mit à marmonner Dieu sait quoi au sujet d'un séjour dans un sanatorium de Yalta. Voilà, ça ne m'étonne pas. Mais Berlioz, je le répète, me sidère. Non seulement c'est quelqu'un de cultivé, mais c'est quelqu'un de très futé. Même si, pour sa défense, je dois dire que, bien sûr, Voland est capable d'embrouiller des gens bien plus malins que lui. « Comment ?» cria à son tour Ivan. « Moins fort !» Ivan se frappa violemment le front de la paume et se mit à murmurer « Je comprends. Il avait la lettre W sur sa carte de visite. Aïe, quelle histoire !» Il se tut un certain temps, très troublé, regardant la lune qui flottait derrière le grillage, puis il reprit. « Alors donc, réellement, il pouvait être chez Ponce Pilate ? Il était déjà né à cette époque, n'est-ce pas ? Et moi, on me traite de fou ?» ajouta Ivan, avec un geste indigné en direction de la porte. Un pli amer se dessina sur les lèvres de l'hôte. Regardons la vérité en face. Et l'hôte tourna son visage du côté de l'astre nocturne qui courait à travers les nuages. Et vous et moi, nous sommes fous. À quoi bon le nier ? Voyez-vous, il vous a bouleversé et vous avez perdu les pédales parce que, visiblement, vous offriez un terrain favorable. Mais ce que vous racontez s'est réellement passé sans le moindre doute. Seulement, c'est tellement extraordinaire que même Stravinsky, un psychiatre génial, ne vous a pas cru, bien sûr. Il vous a examiné ? Ivan hocha la tête. Votre interlocuteur était chez Pilate et chez Kant au petit déjeuner, et à présent, il nous rend visite à Moscou. Mais il va faire le diable sait quoi, il faut quand même l'arrêter, non ? Fit encore un certain, mais redressant la tête dans le nouvel Ivan, l'ancien Ivan, pas encore complètement écrasé. « Vous avez déjà essayé, ça vous a suffi, » répondit l'hôte avec ironie. « Les autres non plus, je ne leur conseille pas d'essayer. Et pour ce qu'il pourra faire, ça, vous pouvez vous fier à lui. Mais comme ça me fait de la peine que ce soit vous qui l'ayez rencontré et pas moi. Même si tout a brûlé et si les braises sont mortes sous les cendres, je vous le jure quand même, moi, pour une rencontre pareille, je serais prêt à donner le trousseau de clés de Praskovia Fyodorovna parce que je n'ai rien d'autre à donner. Je n'ai rien à moi. Et pourquoi avez-vous besoin de lui ? L'hôte resta affligé et secoué de tics un long moment, puis il parla. Voyez-vous, c'est une histoire étrange, mais si je suis là, c'est pour la même raison que vous. Pour Ponce Pilate. Sur ce, l'hôte lança un regard effrayé autour de lui et dit « Le fait est qu'il y a 1 an de ça, j'ai écrit un roman sur Ponce Pilate. »« Vous êtes écrivain ?» demanda le poète intéressé. L'hôte se rembrunit, menaça Ivan du poing, puis il dit « Je suis un maître !» Son visage devint dur, et il sortit de la poche de sa robe de chambre une espèce de petit chapeau noir sali jusqu'à la trame, qui portait brodé en soie jaune la lettre M. Il se coiffa de ce petit chapeau et se montra à Ivan de face et de profil pour lui prouver qu'il était bien un maître. « C'est elle qui de ses propres mains me l'a brodé, » ajouta-t-il mystérieusement. « Et votre nom, c'est quoi ?»« Je n'en ai plus, » répondit l'hôte, étrange, avec un dédain lugubre. « J'y ai renoncé, comme en général, à tout dans la vie, oublions-le. »« Parlez-moi du roman au moins alors, » demanda Ivan avec tact. « Si vous voulez. Ma vie, il faut le dire, n'a pas été très ordinaire, » commença l'hôte. Historien de formation, 2 ans auparavant, il travaillait encore dans un des musées de Moscou et, en outre, faisait des traductions. « De quelle langue ?» demanda Ivan avec intérêt. « Je connais 5 langues en plus de ma langue maternelle, » répondit l'hôte. « L'anglais, le français, l'allemand, le latin et le grec. Bon, et je lis un peu d'italien. »« Ah, dis donc !» chuchota Ivan avec envie. L'historien avait vécu solitaire, sans famille nulle part et sans presque aucune relation à Moscou. Et figurez-vous, un jour, il avait gagné 100 000 roubles.
Imaginez ma stupeur, disait l'hôte au petit chapeau noir. Je fouille dans ma corbeille de linge sale et, qu'est-ce que je vois? Le même numéro que celui du journal. Une obligation, expliqua-t-il, qu'on lui avait donnée au musée. Après avoir gagné ses 100 000 roubles, l'hôte mystérieux d'Ivan avait agi ainsi. Il avait acheté des livres, avait abandonné la pièce qu'il occupait rue Niatsnitskaya. « Où ce maudit trou à rats ?» gronda-t-il, et loué chez un constructeur privé, dans une ruelle près de l'Arbat, 2 pièces au sous-sol d'une petite maison avec jardin. Il avait laissé tomber son travail au musée et s'était mis à écrire un roman sur Ponce Pilate. « Ah, c'était l'âge d'or !» chuchota le narrateur, les yeux brillants. Un petit appartement totalement indépendant avec le vestibule en plus, et puis un lavabo et l'eau courante, ajouta-t-il en insistant avec fierté, allez savoir pourquoi. Des petites fenêtres juste au niveau du trottoir qui partaient du portillon. En face, à 4 pas, juste contre la palissade, un lilas, un tilleul, un érable. L'hiver, très rarement, je voyais les jambes noires de je ne sais qui passer devant ma petite fenêtre et j'entendais la neige crisser sous ses pas. Et dans le poêle, il y avait toujours du feu. Mais soudain, le printemps est arrivé et à travers les vitres embuées, j'ai vu les buissons du lilas, d'abord tout nus et puis qui s'habillaient de vert. Et c'est à ce moment-là, au printemps dernier, qu'est arrivée cette chose tellement plus exaltante que les 100 000 roubles que j'avais gagnés. Et ça pourtant, accordez-le, c'est une somme énorme. C'est sûr, avoua Ivan qui écoutait de toutes ses oreilles. J'avais ouvert les fenêtres et j'étais dans la 2e pièce, celle qui était toute minuscule. L'hôte écarta les bras pour montrer la largeur. Un divan, et en face, un autre divan, et entre les deux, une petite table avec dessus une magnifique lampe de chevet, et plus près de la fenêtre, des livres. Ici, un petit bureau, et dans la première pièce, une pièce immense, 14 mètres, des livres, et le poêle. Ah, cet intérieur que je m'étais fait. Et ce parfum extraordinaire du lilas, et ma tête devenait légère de fatigue, et Pilate volait vers la fin. La cape blanche, la doublure rouge, comprends, s'exclama Ivan. Précisément, oui. Pilate volait vers la fin, et je savais que les derniers mots du roman seraient le 5e procurateur de Judée, le chevalier Ponce Pilate. Bon, naturellement, je sortais faire des promenades. 100 000, c'est une somme énorme. Et j'étais très bien habillé. Ou j'allais déjeuner dans un restaurant pas cher. Il y avait un restaurant merveilleux sur l'Arbat. Je ne sais pas s'il existe encore. Là, les yeux de l'hôte s'ouvrirent tout grands, et il continua de chuchoter en regardant la lune. Elle avait dans les mains des fleurs dégoûtantes d'un jaune anxieux. Le diable sait comment elles s'appellent, mais ce sont elles, allez savoir pourquoi, les premières à apparaître à Moscou. Ces fleurs juraient très violemment sur le noir de son manteau de printemps. Elle avait des fleurs jaunes, une couleur pas bien. Elle avait bifurqué depuis le Tversky dans la ruelle, et là, elle s'est retournée. Bon, le Tversky, vous connaissez, il y avait des milliers de personnes sur le Tversky, mais je vous jure qu'elle n'a vu que moi, et elle m'a lancé un regard, je ne dirais pas anxieux, mais comme plein de douleur. Et moi, ce qui m'a frappé, ce n'est pas tellement sa beauté, mais cette solitude si extraordinaire dans ses yeux que personne n'avait vue. Obéissant à ce signe jaune, moi aussi j'ai tourné dans la ruelle et j'ai suivi ses pas. Nous avancions dans cette ruelle toute triste et tortueuse sans dire un mot, moi d'un côté et elle de l'autre, et il n'y avait pas âme qui vive, figurez-vous, dans la ruelle. Je me rongeais parce que j'avais eu l'impression qu'il fallait absolument que je lui parle et j'étais anxieux de penser que si je ne lui disais pas un mot et qu'elle partait, je ne la reverrais plus jamais. Et imaginez, c'est elle qui s'est soudain mise à parler. « Mes fleurs vous plaisent ?» Je me souviens distinctement de la façon dont sa voix a sonné. Une voix assez basse tout de même, mais avec des pauses. Et aussi bête que ça puisse paraître, j'ai eu l'impression que l'écho avait frappé dans la ruelle et s'était reflété dans le jaune sale du mur. Je me suis empressé de traverser et m'approchant d'elle, j'ai répondu « Non ». Elle m'a regardé d'un air surpris, et moi d'un coup, d'une façon totalement inattendue, j'ai compris que toute ma vie, c'était précisément cette femme
que j'avais aimé. Quelle histoire, hein? Vous direz bien sûr que je suis fou. Non, je ne dis rien du tout, s'exclama Ivan, et il ajouta « Je vous en supplie, continuez ». Et l'autre continua. Oui, elle m'a regardé d'un air surpris, et puis, après m'avoir regardé, elle m'a demandé ça. Vous n'aimez pas les fleurs en général? Et il y avait dans sa voix, j'ai eu cette impression, de l'hostilité. Je marchais à côté d'elle, j'essayais de marcher du même pas, et à ma grande surprise, je ne me sentais pas gêné le moins du monde. « Si, j'aime les fleurs, mais pas celles-là, lui dis-je. »« Lesquelles ?»« C'est les roses que j'aime. » Là, j'ai regretté ce que je venais de dire, parce qu'elle a eu un sourire coupable, et elle a jeté les fleurs dans le caniveau. Moi, un peu perdu, j'ai quand même ramassé ses fleurs, et je les lui ai tendues, mais elle a quand même fait un rictus, elle a repoussé les fleurs. Et c'est moi qui ai continué de les porter. Nous avons marché, comme ça, un certain temps, jusqu'à ce qu'elle m'arrache le bouquet des mains et le jette sur la chaussée, et puis elle a mis sa main gantée, des gants noirs à crispin, dans la mienne, et nous avons marché, côte à côte. « La suite, » dit Ivan. « Et ne sautez rien, hein, s'il vous plaît. »« La suite ?» reprit l'hôte. « Ma foi, vous pouvez le deviner vous-même. » Il essuya d'un coup une brusque larme avec sa manche droite et continua. L'amour a surgi devant nous, comme un assassin peut surgir dessous la terre dans une ruelle, et il nous a frappés tous les deux, comme on peut être frappé par la foudre, comme on peut être frappé par un poignard. Après, cela dit, elle m'a affirmé que ce n'était pas comme ça, que ça faisait longtemps que nous nous aimions sans nous connaître, sans nous être jamais vus, et qu'elle vivait avec un autre homme. Bon, et moi, n'est-ce pas, à ce moment-là, avec cette autre, là, comment elle s'appelait? Avec qui? Demanda sans logis. Elle, là, enfin. Celle-là, répondit l'hôte, et il se mit à claquer des doigts. Vous avez été marié? Mais oui, c'est pour ça que je claque des doigts. Avec elle, là, Varenka, Maniechka, non, Varenka, une robe à rayures, là. Le musée. Mais j'ai oublié. Et donc elle m'a dit que si elle était sortie avec des fleurs jaunes ce jour-là, c'était pour que je la trouve enfin, et que si ce n'était pas arrivé, elle se serait empoisonnée, parce que sa vie était vide. Ouais. L'amour nous a frappés à l'instant. Ça, je l'ai su le jour même, 1 heure après, quand nous nous sommes retrouvés, sans rien voir de la ville autour de nous, sous les murs du Kremlin, sur le quai. Nous parlions comme si nous nous étions quittés la veille, comme si nous nous connaissions depuis des années. Le lendemain, nous sommes convenus de nous retrouver au même endroit, au bord de la Moskova. Et nous nous sommes retrouvés. Le soleil de mai luisait sur nous. Et vite, très vite, cette femme est devenue mon épouse secrète. Elle me rendait visite tous les jours. Et moi, je commençais à l'attendre dès le matin. L'attente s'exprimait par le fait que je déplaçais les objets. Et 10 minutes avant, je m'installais à la fenêtre et je commençais à écouter si le vieux portillon ne claquait pas. Et c'est tellement étrange. Avant que je la rencontre, il y avait peu de gens qui entraient dans notre cœur. On peut même dire que personne ne venait. Et à présent, j'avais l'impression que c'était toute la ville qui s'y précipitait. Le portillon cogne, mon cœur se met à cogner. Imaginez au niveau de mon visage, à chaque fois les chaussures sales de je ne sais qui, un rémouleur. Bon, et qui a besoin d'un rémouleur chez nous? Pour affûter quoi? Quel couteau? Elle ne passait le portillon qu'une fois. Mais moi, mon cœur, il battait bien 10 fois. Je ne mens pas. Et ensuite, quand son heure arrivait et que l'aiguille montrait midi, il n'arrêtait plus de cogner jusqu'au moment où, presque sans un battement, presque sans un bruit du tout, ses souliers papillons de daim noir à brides d'acier arrivaient au niveau de ma fenêtre. Parfois, elle s'amusait. Et s'attardant à la 2e fenêtre, elle frappait la vitre du bout du pied. Moi, à la seconde même, je bondissais vers la fenêtre, mais le soulier avait disparu, la soie noire qui voilait la lumière avait disparu. Je sortais lui ouvrir. Personne ne savait rien de notre liaison, je vous jure, même si ce sont des choses qui n'arrivent jamais. Son mari ne savait pas, ses amis ne savaient pas. Dans le vieux petit hôtel particulier où moi j'occupais ce sous-sol, on le savait, bien sûr. On voyait qu'il y avait une femme qui venait me voir, mais personne ne savait son nom.
« Mais qui est-elle donc ?» demanda Ivan, intéressé au plus haut point par cette histoire d'amour. L'homme fit un geste signifiant que jamais il ne le dirait à personne, et il poursuivit son récit. Ivan apprit que le maître et l'inconnu s'aimèrent si fort qu'ils devinrent absolument inséparables. À présent, Ivan se représentait parfaitement les deux pièces au sous-sol du petit hôtel particulier où la pénombre régnait toujours à cause du lilas et de la palissade, les vieux meubles en acajou, le bureau, dessus la pendule qui sonnait toutes les demi-heures, et les livres, depuis le sol peint jusqu'au plafond noirci de suie, et puis le poêle. Ivan apprit que l'hôte et son épouse secrète, depuis les tout premiers jours de leur liaison, avaient conclu que c'était le destin lui-même qui les avait conduits vers leur rencontre, à l'angle du Tversky et de la ruelle, et qu'ils étaient faits l'un pour l'autre à jamais. Ivan apprit du récit de l'hôte comment les amoureux passaient leur journée. Elle arrivait, et la première chose qu'elle faisait, c'était de passer un tablier dans l'entrée étroite où se trouvait ce fameux lavabo dont, allez savoir pourquoi le pauvre malade s'était montré si fier, sur une table de bois. Elle allumait le primus, préparait le repas et mettait le couvert dans la première pièce, sur la table ovale. Pendant les orages de mai, quand, devant les fenêtres à moitié aveugles, l'eau dévalait dans le coin de la cour, menaçant d'inonder le dernier abri, les amoureux allumaient le poêle et y faisaient cuire des pommes de terre. Les pommes de terre dégageaient de la vapeur, la peau noire des pommes de terre salissait les doigts. Dans le petit sous-sol, on entendait des rires. Les arbres se dépouillaient après la pluie de leurs brindilles cassées, de leurs grappes blanches. Quand les orages cessèrent et qu'arriva l'été torride, apparurent dans le vase ces roses tant attendues et qu'ils aimaient tant. Celui qui se désignait comme le maître travaillait fiévreusement à son roman, et ce roman engloutit également l'inconnu. Je vous jure, par moments, je commençais à être jaloux de lui. Chuchotait à Ivan, l'hôte nocturne qui lui avait rendu visite depuis le balcon à la clarté de la lune. Elle enfonçait dans ses cheveux ses doigts fins aux ongles taillés en amande, et elle relisait sans fin ce qu'il avait écrit, et puis quand elle l'avait relu, elle brodait ce petit chapeau-là. Parfois, elle se tenait accroupie devant les étagères d'en bas, parfois elle était debout sur une chaise devant celle d'en haut, et elle passait au chiffon les centaines de reliures poussiéreuses. Elle lui prédisait la gloire, elle l'encourageait, et c'est là qu'elle s'était mise à l'appeler le maître. Elle attendait avec impatience qu'il en arrive au dernier mot promis sur le 5e procurateur de Judée. Elle répétait d'une voix chantante et sonore les phrases isolées qui lui plaisaient, et elle disait que, dans ce roman, il y avait sa vie. Ce roman avait été terminé en août, donné à quelques secrétaires anonymes qui l'avaient dactylographié en 5 exemplaires, et puis, enfin, avait sonné l'heure de quitter ce refuge secret et de sortir dans la vie. Je suis sorti dans la vie, en le tenant contre moi, et c'est là que ma vie a pris fin, murmura le maître, et il baissa la tête, et le petit chapeau noir et triste avec son M jaune resta longtemps à osciller. Il poursuivit son récit, mais ce récit devint un peu sans queue ni tête. On ne comprenait qu'une chose, qu'à ce moment-là, l'hôte d'Ivan avait été frappé par une catastrophe. Je me suis retrouvé pour la première fois dans le monde de la littérature, mais maintenant que tout ça est terminé et que ma mort est patente, je m'en souviens avec horreur, chuchota le maître sur un ton solennel, et il leva la main. Oui, ça, il m'a frappé terriblement. Ah, comme il m'a frappé. Qui ? Demanda Ivan, d'une voix à peine audible, craignant d'interrompre le conteur bouleversé. Mais le rédacteur, je vous dis, le rédacteur. Bon, donc il l'a lu. Il me regardait comme si j'avais un abcès dans la joue. Il lorgnait dans un coin et il faisait même des petits rires gênés. Il n'arrêtait pas de froisser le manuscrit pour rien et il grommelait. Les questions qu'il me posait me paraissaient démentes. Sans rien me dire sur le fond du roman, il me demandait qui j'étais et d'où je venais, si ça faisait longtemps que j'écrivais, et pourquoi personne n'avait jamais entendu parler de moi avant. Et il m'a même posé une question, de mon point de vue, mais complètement stupide. Qu'est-ce qui m'avait passé par la tête d'écrire un roman sur un thème aussi étrange ? À la fin, j'en ai eu assez.
et je lui ai demandé tout net s'il allait, oui ou non, publier mon roman. Là, il s'est mis à s'agiter, il a bafouillé je ne sais quoi et il a déclaré que c'était une question qu'il ne pouvait pas trancher personnellement, que les autres membres de la rédaction, eux aussi, devaient prendre connaissance de mon roman, à savoir les critiques Latunsky et Harriman, et l'homme de lettres, Mstislav Lavrovitch. Il m'a demandé de repasser dans 2 semaines. Je me suis présenté 2 semaines plus tard, et j'ai été reçu par je ne sais quelle demoiselle qui était devenue bigleuse à force de mentir. C'est Bobardinkova, la secrétaire de la rédaction, dit avec un ricanement Ivan, qui connaissait bien le monde que son hôte évoquait avec tant de colère. Peut-être, trancha celui-ci. Mais voilà, elle m'a rendu mon roman tout graisseux et dépenaillé. En essayant de ne pas croiser mon regard, Bobardinkova m'a déclaré que le programme de la rédaction était complet pour les 2 ans à venir, et c'est pourquoi la question de la publication de mon roman, selon ses termes, tombait d'elle-même. Qu'est-ce que je me rappelle après ça ? Marmonnait le maître en se frottant la tempe. Oui, les pétales rouges qui tombaient sur la page de titre, et aussi les yeux de mon ami. Oui, ces yeux, je me les rappelle. Le récit de l'hôte d'Ivan devenait de plus en plus embrouillé, de plus en plus encombré de toutes sortes de non-dits. Il parlait d'une pluie oblique et du désespoir qui avait régné dans le refuge du sous-sol, du fait que lui, il avait encore fait une autre visite. Il criait en chuchotant qu'elle, qui le poussait à lutter, il ne l'accusait pas du tout. Oh non, pas du tout. Ensuite, Ivan apprit qu'il était arrivé quelque chose de soudain et d'étrange. Un jour, le héros avait ouvert un journal et y avait vu un article du critique Harriman intitulé « Quand l'ennemi sort du bois ». Et Harriman y avertissait tous et chacun que lui, c'est-à-dire notre héros, avait tenté de faire passer en douce une apologie de Jésus-Christ. « Ah, je me souviens !» s'écria Ivan. « Mais j'ai oublié votre nom. » « Laissons. Je vous le répète, mon nom, il n'existe plus, » répondit l'hôte. « Ce n'est pas le problème. 2 jours après, dans un autre journal, on découvrait un autre article signé de Mstislav Lavrovitch, où l'auteur proposait de cogner et de cogner fort sur la pilaterie. Et cette grenouille de bénitier qui avait voulu le faire passer en douce, encore cette formule maudite. Abasourdi par ce mot inouï, la pilaterie. J'ai ouvert un 3e journal. Là, il y avait 2 articles, l'un de Latunsky et l'autre signé de 2 initiales, M.Z. Je vous assure que les œuvres d'Harriman et de Lavrovitch pouvaient passer pour d'aimables plaisanteries comparées à ce qu'écrivait Latunsky. Il suffit de dire que l'article de Latunsky s'appelait « Un vieux croyant fanatique ». J'étais tellement plongé dans ces lectures à mon sujet que je n'ai pas remarqué, j'avais oublié de refermer la porte, comment elle était apparue devant moi, tenant son parapluie mouillé et ses journaux mouillés aussi. Ses yeux jetaient des flammes, ses mains tremblaient, elles étaient froides. D'abord elle s'est jetée dans mes bras pour me couvrir de baisers, ensuite d'une voix rauque et en frappant du poing sur la table, elle a dit qu'elle allait empoisonner Latunsky. Ivan se racla la gorge d'un air confus, mais ne dit rien. Les tristes jours d'automne sont arrivés, poursuivait l'hôte. Cet échec monstrueux du roman m'avait comme ôté la moitié de mon âme. Pour parler franchement, je n'avais plus rien à faire et je vivais de visite en visite. Et là, pendant ce temps-là, il m'est arrivé quelque chose. Le diable sait quoi, mais Stravinsky, bien sûr. Et j'ai senti apparaître des espèces de pressentiments. Les articles remarqués n'arrêtaient pas. Les premiers, j'avais encore pu en rire, mais plus il en apparaissait, plus mon attitude à leur égard se modifiait. Le 2e stade avait été celui de la surprise, on sentait quelque chose d'étonnamment faux et de mal assuré derrière vraiment chaque ligne de ces articles, malgré leur ton menaçant et assuré. J'avais toujours l'impression, et je n'arrivais pas à me défaire de cette impression, que les auteurs de ces articles ne disaient pas ce qu'ils voulaient dire, et que c'était précisément cela la raison de leur fureur. Ensuite, imaginez, est arrivé le 3e stade, la peur. Non, pas la peur de ces articles, comprenez ça, mais la peur d'autre chose qui n'avait pas le moindre rapport avec eux ou avec le roman.
Ainsi, par exemple, je me suis mis à avoir peur du noir. Bref, j'en étais au stade de la maladie psychique. J'avais l'impression, surtout quand je m'endormais, qu'une espèce de pieuvre souple et froide allait ramper avec ses tentacules directement, là, tout de suite, jusqu'à mon cœur. Et donc j'ai dû dormir avec de la lumière. Ma bien-aimée avait beaucoup changé. Je ne lui avais pas parlé de la pieuvre, évidemment, mais elle voyait qu'il m'arrivait quelque chose de grave. Elle avait maigri, elle avait pâli, elle ne riait plus, et elle n'arrêtait pas de me demander pardon de m'avoir conseillé de publier un extrait. Elle disait qu'il fallait que je laisse tout tomber, que je parte vers le sud, au bord de la mer Noire, en dépensant pour ce voyage tout ce qui me restait des 100 000 roubles. Elle insistait beaucoup, et moi, pour ne pas la contredire, quelque chose me soufflait que le voyage vers la mer Noire n'aurait pas lieu, je lui avais promis de partir d'un jour à l'autre. Mais elle a dit qu'elle prendrait mon billet elle-même. Alors, j'ai sorti tout ce qui me restait de mon argent, c'est-à-dire environ 10 000 roubles, et je les lui ai donnés. « Pourquoi autant ?» m'a-t-elle demandé, toute surprise. Je lui ai raconté que j'avais peur des voleurs et que je lui demandais de garder mon argent jusqu'au jour du départ. Elle l'a pris, elle l'a mis dans son sac à main. Elle s'est mise à m'embrasser et à dire qu'il lui était plus facile de mourir que de me laisser seul dans cet état, mais qu'elle était attendue, qu'elle devait se soumettre à la nécessité, qu'elle reviendrait le lendemain. Elle m'a supplié de n'avoir peur de rien. Ça se passait à la nuit tombante, à la mi-octobre, et donc elle est partie. Moi je me suis couché sur le divan et je me suis endormi sans allumer la lampe. Je me suis réveillé avec la sensation que la pieuvre était là. En tâtonnant dans le noir, j'ai eu toutes les peines du monde à allumer la lampe. Ma montre indiquait 2 heures du matin, je m'étais couché fiévreux, je me réveillais malade. Soudain, j'avais eu l'impression que cette nuit d'automne allait faire éclater les carreaux, qu'elle inonderait la chambre et que je m'y noierais comme dans l'encre. Quand je me suis levé, je ne me contrôlais plus. J'ai poussé un cri, et l'idée a surgi en moi de m'enfuir chez je ne sais qui, ne serait-ce que chez mon propriétaire, en haut. Je luttais contre moi-même comme un fou. J'ai eu la force de me traîner jusqu'au poêle et d'y allumer quelques bûches. Quand elles ont commencé à crépiter et que la porte du poêle a claqué, je me suis senti comme un peu mieux. Je me suis précipité dans l'entrée, j'y ai allumé la lumière. J'ai trouvé une bouteille de vin blanc, je l'ai débouchée et j'ai bu le vin au goulot. Du coup, la peur s'est un peu assourdie. Assez, du moins, pour que je ne me précipite pas chez mon propriétaire et que je puisse revenir vers le poêle. J'ai ouvert la porte pour que la chaleur me brûle le visage et les mains. Et je chuchotais « Devine qu'il m'est arrivé malheur. Viens, viens, viens. » Mais personne ne venait. Le feu rugissait dans le poêle. La pluie fouettait les carreaux. C'est là qu'est arrivée la dernière chose. J'ai sorti du tiroir du bureau les lourdes liasses du roman et les cahiers de brouillon et je me suis mis à les brûler. C'est affreux ce que c'est dur, parce que le papier ne se laisse pas brûler comme ça. Je me cassais les ongles, je déchirais les cahiers, je les plaçais debout entre les bûches et je remuais les feuilles avec le tisonnier. Par moments, la cendre me dominait, elle éteignait la flamme, mais je me battais contre elle et le roman qui résistait obstinément finissait par mourir. Ces mots que j'avais portés jaillissaient devant moi. Le jaune remontait irrésistiblement du bas des pages vers le haut, mais même là, les mots se laissaient distinguer. Ils ne disparaissaient qu'au moment où le papier devenait noir et où moi, à coups de tisonnier frénétiquement, je finissais de les achever. À ce moment-là, quelqu'un, tout doucement, s'est mis à gratter à la fenêtre. Mon cœur a tressailli, j'ai enfoncé le dernier cahier dans le feu et je me suis précipité pour ouvrir. Des marches de briques menaient du sous-sol à la porte qui donnait sur la cour. Je titubais, j'ai couru et j'ai demandé tout bas « Qui est là ?» Et une voix, sa voix, m'a répondu « C'est moi ?» Je me souviens pas comment j'ai réussi à venir à bout de la chaînette et de la clé. Elle était à peine entrée qu'elle se serrait contre moi toute mouillée.
les joues mouillées, les cheveux tout dépeignés, tremblantes. Je n'ai pu prononcer qu'un seul mot. Toi. Toi. Et ma voix s'est brisée. Et nous avons couru en bas, dans le vestibule. Elle s'est débarrassée de son manteau et nous nous sommes précipités dans la première pièce. Elle a poussé un petit cri et, à main nue, elle a sorti du poêle, en le jetant par terre, le dernier cahier qui restait, une liasse qui brûlait déjà. La fumée a envahi la pièce à la seconde. J'ai étouffé le feu avec mes pieds et elle s'est effondrée sur le divan et a fondu en larmes. Des larmes irrépressibles, convulsives. Quand elle s'est calmée, j'ai dit « J'ai pris ce roman en haine et j'ai peur. Je suis malade, j'ai peur. » Elle s'est relevée. Elle s'est mise à parler. « Mon Dieu, comme tu es malade. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais je te sauverai. Je te sauverai. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je voyais ses yeux gonflés par la fumée et par les larmes. Je sentais ses mains froides qui caressaient mon front. « Je te guérirai, je te guérirai, » murmurait-elle en se serrant contre mes épaules. « Tu le reconstruiras. » Mais pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas laissé un exemplaire chez moi? Elle était comme grimaçante de furie. Elle disait encore d'autres choses que je ne comprenais pas. Ensuite, les lèvres serrées, elle s'est mise à ramasser et à défroisser les feuillets attaqués par les flammes. C'était un chapitre du milieu du roman, je ne me souviens pas lequel. Elle a disposé les feuilles avec soin, les a enveloppées dans un papier, elle a ficelé le tout avec un ruban. Tout ce qu'elle faisait montrait qu'elle était pleine de détermination et qu'à présent elle se maîtrisait. Elle a demandé du vin, elle en a bu, et puis elle a parlé plus calmement. « Voilà le prix du mensonge », disait-elle, « et je ne veux plus mentir, je resterai bien chez toi dès maintenant. Mais je ne veux pas le faire de cette façon. Je ne veux pas qu'il garde en mémoire que je me suis enfui de chez lui en pleine nuit. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Il a été appelé brusquement. Il y a eu un incendie dans leur usine, mais il sera vite de retour. Je m'expliquerai avec lui. Demain matin, je dirai que j'en aime un autre, et je reviendrai chez toi pour toujours. Réponds-moi. Peut-être que tu ne veux pas? Ma pauvre, lui ai-je dit. Je ne permettrai pas que tu le fasses. Je ne finirai pas bien. Je ne veux pas que tu te perdes avec moi. C'est la seule raison? M'a-t-elle demandé, et elle a approché ses yeux des miens. La seule. Elle s'est animée d'une façon terrible. Elle s'est jetée dans mes bras, enlaçant mon cou, et elle a dit « Je me perds avec toi. Je serai avec toi ce matin. » Et voilà. La dernière chose dont je me souvienne de ma vie, c'est cette bande de lumière dans le vestibule, et dans cette bande de lumière, sa mèche folle, son béret, et ses yeux déterminés. Je me souviens aussi de la silhouette noire sur le seuil de la porte extérieure, et puis du paquet blanc. Je t'aurais raccompagné, mais je n'ai plus la force de rentrer tout seul, j'ai peur. N'aie pas peur. Tiens bon encore quelques heures. Demain matin, je serai chez toi. Et ça a été ces derniers mots dans ma vie. Chut, s'interrompit soudain le malade, et il leva un doigt. Elle n'a pas de repos aujourd'hui, cette nuit de lune. Il se cacha sur le balcon. Ivan entendit passer des petits trous dans le couloir. Quelqu'un eut un bref sanglot ou un cri faible. Quand tout se fut calmé, l'autre vint et déclara que la chambre 120 avait reçu un pensionnaire. On venait d'amener quelqu'un qui n'arrêtait pas de demander qu'on lui rende sa tête. Les deux interlocuteurs gardèrent quelque temps un silence anxieux, mais quand ils eurent retrouvé leur calme, ils en revinrent au récit interrompu. L'hôte ouvrit la bouche, mais réellement, cette nuit, elle était sans repos. On entendait encore des voix dans le couloir, et l'hôte se mit à chuchoter si bas que ce qu'il raconta ne fut entendu que par le seul poète, à l'exception de la première phrase. « Elle ne m'avait pas quitté depuis un quart d'heure. On a frappé au carreau.
Ce que le malade chuchotait à l'oreille d'Ivan, à l'évidence, le bouleversait profondément. Des tics nerveux ne cessaient de parcourir son visage. La peur et la fureur flottaient et couraient dans ses yeux. Le narrateur désignait de la main la direction de la lune, laquelle depuis longtemps avait quitté le balcon. C'est seulement quand on eut cessé d'entendre le moindre bruit à l'extérieur que l'hôte s'écarta un peu d'Ivan et parla un peu plus fort. Et donc, au milieu du mois de janvier, avec ce même manteau, mais les boutons arrachés, je tremblais de froid dans ma petite cour. Derrière moi, il y avait des congères qui cachaient les buissons de lilas et devant moi, et en bas, mes petites fenêtres faiblement éclairées, voilées par un store. Je me suis penché vers la première et j'ai tendu l'oreille. Il y avait un patéphone qui jouait dans ma chambre. C'est tout ce que j'ai pu entendre. Mais je ne pouvais rien voir du tout. Je suis resté là un petit moment. Je suis sorti derrière la palissade dans la ruelle. La tempête de neige faisait rage. Un chien a jailli dans mes jambes et m'a effrayé. Je me suis enfui sur le trottoir d'en face. Le froid et la peur, qui étaient devenus mes compagnons constants, m'épuisaient complètement. Je n'avais nulle part où aller et le plus simple, bien sûr, aurait été de me jeter sous le tramway dans cette même rue où débouchait ma ruelle. Au loin, je voyais ces gros caissons glacés remplis de lumière et je les entendais grincer sur le gel avec leur bruit atroce. Mais mon cher voisin, le fait est que la peur s'était emparée de chaque cellule de mon corps. Et comme j'avais peur du chien, j'avais peur du tramway. Non, il n'y a pas de maladie pire que la mienne dans ce bâtiment, je vous assure. Mais vous auriez pu le lui faire savoir, dit Ivan, plein de compassion pour le malheureux malade. En plus, n'est-ce pas, elle garde votre argent? Elle l'a gardé, bien sûr. N'en doutez pas. Bien sûr qu'elle l'a gardé. Mais visiblement, vous ne me comprenez pas. Ou plutôt, j'ai perdu la capacité que j'avais de décrire les choses. Cela dit, cette capacité, je ne la regrette pas trop, vu qu'elle ne me servira plus à rien. Ce qu'elle aurait eu, elle, et l'hôte plongea un regard de vénération dans l'obscurité de la nuit, ça aurait été une lettre venue d'un asile psychiatrique. Est-ce qu'on peut envoyer des lettres quand on a une adresse pareille? Un malade mental? Vous plaisantez, mon ami. La rendre malheureuse? Non, ça je n'en suis pas capable. Ivan ne trouva rien à répondre à cela, mais Ivan, silencieux, plein de compassion pour l'hôte, souffrait avec lui. Et lui, cet hôte, torturé par ses souvenirs, il hochait sa tête coiffée de son petit chapeau noir et il disait « La pauvre femme, remarquez, j'espère qu'elle m'aura oublié. » « Mais vous pouvez guérir ?» dit timidement Ivan. « Je suis incurable, » répondit tranquillement l'hôte. « Quand Stravinsky me dit qu'il me rendra à la vie, je ne le crois pas. Il est plein d'humanité et il veut juste me consoler. Je ne nie pas, cela dit, que maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais où donc en étais-je? Le gel. Ces tramways qui volaient. Je savais que cette clinique s'était ouverte et à travers toute la ville, à pied, je me suis dirigé vers elle. Une folie! Arrivé au faubourg, sans doute que je serais mort de froid, mais un hasard m'a sauvé. Un camion était tombé en panne, je me suis approché du chauffeur, c'était à 4 kilomètres, hors des limites de la ville, et à ma grande surprise, il m'a pris en pitié. Le camion allait dans cette direction, il m'a emmené. Je m'en suis juste sorti avec les orteils du pied gauche gelés, mais ça, ils l'ont guéri. Ça va faire 4 mois que je suis ici, et vous savez, je trouve qu'on est loin, mais très loin d'y être mal. Il ne faut pas bâtir des châteaux en Espagne, mon cher voisin, je vous assure. Moi, par exemple, je voulais faire le tour du monde. Bon, il s'avère que ça ne se fera pas. Je ne vois juste qu'une partie insignifiante de ce monde. Je pense que ce n'est pas ce qu'on y trouve de mieux, mais je le répète, ce n'est déjà pas si mal. Voilà l'été qui approche, le lierre va s'enrouler au balcon, comme le promet Praskovia Fyodorovna. Les clés ont étendu mes possibilités. La nuit, il y aura la lune. Elle est partie. L'air se rafraîchit. La nuit bascule vers l'aube. Il faut que j'y aille. Dites-moi, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec Yeshua et Pilate? Demanda Ivan. Je vous en supplie, je veux savoir. Ah, non, répondit l'hôte avec un tressaillement de douleur. Je ne peux pas repenser à mon roman sans trembler. Et votre ami, au patriarche, l'aurait fait mieux que moi.
Merci pour la conversation. Au revoir. » Et avant qu'Ivan ait eu le temps de reprendre ses esprits, le grillage s'était refermé en tintant discrètement et l'hôte avait disparu.